Merci de votre fidélité à la Web TV du diocèse de Clermont. Notre invité aujourd'hui, M. Jacques Muliez. Monsieur Jacques Muliez, bonjour et merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Vous êtes ancien dirigeant d'entreprise. Et oui, personne n'est parfait. Hein. Vous êtes vice-président, vous étiez vice-président des EDC, c'est-à-dire des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais vous êtes aujourd'hui avec nous sur ce plateau pour nous parler d'un personnage hors norme à qui vous avez consacré de très nombreuses années. Alors si vous voulez bien, on va remonter dans le temps. On va retourner dans l'Angleterre des Tudors, au XVIe siècle. On va s'arrêter à une date, le 6 juillet 1535. Un homme sort de la tour de Londres, il est condamné à mort, il est décapité. Il va dire avec ses derniers mots « Je meurs serviteur du roi, mais serviteur de Dieu en premier ». Pas mais de Dieu, et Pas de Dieu. Et de Dieu en premier. Très important, il n'a jamais opposé le roi à Dieu. C'est le roi et de Dieu. Je vous remercie de cette... C'est l'homme du extrêmement et, en fait. important, Très important. Et non pas du Il ne faut pas d'opposition. Donc il dit ces mots. Alors de qui parlons-nous? Dites-nous. Eh bien, on parle de mon meilleur ami, mon compagnon de vie depuis une trentaine d'années, un certain Thomas More, qui, 1478-1535, un homme qui paraît très lointain et qui est pourtant d'une grande modernité, auquel je dois énormément, comme d'ailleurs à une autre institution auquel je dois beaucoup, qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, puisque c'est à ce titre que je suis ici ce soir pour faire une conférence, car ce sont ces deux personnages, une personne morale et une personne physique, qui m'ont aidé à me construire. Alors on va essayer de cerner cette personnalité que vous accompagnez ou qui vous accompagne depuis si longtemps. Brièvement, c'est quand même un bourgeois en Angleterre qui va avoir une ascension assez étonnante. Tout à fait. Tout à fait atypique parce que je dirais qu'il a eu des fonctions, en particulier de chancelier du royaume d'Angleterre sous Henri VIII, que n'avait jamais eu aucun bourgeois. C'était toujours des gens de la noblesse ou des princes de l'Église. Oui, c'était donc pas un religieux, c'était un juriste. C'était surtout d'abord un homme marié, un père de famille, un homme tout à fait dans la cité, avocat, juge, écrivain, il a été ambassadeur, homme politique, écrivain. On parlera sans doute tout à l'heure de son œuvre la plus célèbre, Utopia. Et même théologien, on peut dire, moraliste peut-être. Non, le moraliste, c'est un mot qui ne lui convient pas du tout, car il n'a jamais donné une leçon de morale. C'est l'inverse d'un moraliste. Pour moi, c'est contre quelqu'un qui vivait les valeurs de l'Évangile, et donc qui ne se présentait pas du tout comme un théologien, mais il avait une très très bonne culture théologique, parce que on va peut-être pas faire ça de manière chronologique, mais simplement pour illustrer. Après avoir fait ses études d'avocat, à 21 ans, il s'est posé la question de savoir s'il n'entrerait pas au monastère. Donc il a passé 4 ans chez les Chartreux de Londres, exerçant dans la journée le métier d'avocat. Et la nuit, il apprenait à prier, mais il a appris beaucoup de choses sur le plan théologique avec eux également. Était-il un homme ambitieux? Parce que quand même, arriver à être chancelier du roi, c'est-à-dire Premier ministre, c'est un parcours ascendant. Non, je crois qu'il n'avait été pas... C'est quelqu'un qui vraiment a été repéré dès son plus jeune âge par ses premiers professeurs, par le cardinal Morton, chez lequel il a été page, comme un garçon tout à fait brillant et remarquable. Et on l'a vraiment incité à progresser, et à chaque fois, il a été appelé. Prenons un exemple, qu'une jeune avocat s'étant mariée, je vais citer à cette occasion, parce que c'est un homme qui aimait beaucoup rire, Thomas More. Il avait son ami intime, le plus intime, Erasme, qui, se mariant, a écrit à un de leurs amis humanistes: Thomas n'a pas pu secouer le désir de prendre femme, mais il fallait mieux que ce soit un chaste époux plutôt qu'un prêtre impur. Pardon pour les clercs qui écouteraient cette émission. Alors, Jacques Muliez, on va progresser, si vous voulez, dans le parcours de Thomas More. On reviendra sur ses œuvres. Il est quand même chancelier du roi, mais à une période. Mais ça, vous l'arrivez à la fin. J'arrive à la fin. Vous commencez par la fin, on fait faire un compte à rebours, si je comprends bien. Non, il est chancelier du roi. Oui. Là, il y a quand même donc un moment clé dans l'histoire de l'Angleterre dont il fait partie. Avant, il a eu des fonctions politiques. Oui. Et ça a commencé, je crois qu'il faut commencer par un peu le début malgré tout. C'est-à-dire que très jeune, il a été appelé comme jeune député au Parlement. Et à ce moment-là, tout de suite, il a su déjà montrer sa personnalité, parce que c'était le roi Henri VII qui à l'époque régnait et qui a fait une demande de subside relativement importante. Et ce jeune député a convaincu ses pairs qu'il ne fallait pas
l'accorder. Le roi Henri VII, absolument furieux, a dit qu'est-ce que c'est que ce jeune freluquet qui n'a même pas de barbe au menton, qui s'oppose à la volonté royale. Et pour se venger, Henri VII a mis en prison le père de Thomas More. Et donc Thomas More avait gardé ça en tête. Et le jour où on a voulu le nommer président du Parlement, speaker de la Chambre des communes, il ne voulait pas parce qu'il savait que c'était trop dangereux d'une certaine manière. Et il a écrit au roi une demande, et c'est le premier qui a inventé l'immunité parlementaire. Il a exigé du roi que tout homme puisse parler en toute liberté sans qu'il y ait aucune conséquence fâcheuse pour lui-même ou pour les siens. Donc, c'est l'inventeur de l'immunité parlementaire. Voilà, on va pas, si vous voulez, à chaque épisode de sa vie... En fait, il est devenu chancelier du royaume. C'est pour comprendre cela. Il est passé par une étape de député, et puis il a été appelé pour des missions d'ambassadeur. Le roi Henri VIII l'a repéré, il l'a accompagné au camp du Drap d'Or, et après, celui qu'il le traitait de la paix des dames à Cambrai, la paix d'Amiens. Et peu à peu, le roi a voulu l'avoir à son service, plus étroitement, l'obligeant à quitter ses fonctions de juge à Londres pour en venir ministre des Finances. Enfin, donc on peut dire que ce n'est pas un opportuniste ni un arriviste. Car je crois que justement ce qui est assez remarquable chez lui, et que une des deux raisons essentielles pour lesquelles il a été nommé patron des hommes politiques, c'est qu'il a toujours eu l'essence exclusive du bien commun, et il ne s'est jamais enrichi dans ses fonctions politiques, ce qui à l'époque était rarissime, comme maintenant naturellement, ça va de soi. Alors on est sous Henri VIII, je reviens, il est chancelier, il va abandonner cet honneur et en même temps cette tâche parce qu'il va y avoir un problème. Henri VIII, c'est quand même le schisme. Alors avant cela, c'est pas tout à fait cela. Henri VIII a voulu l'avoir, cet homme, comme chancelier, parce qu'il avait confiance en lui. Il lui a dit d'ailleurs, j'ai besoin de vous parce que vous êtes honnête. Déjà, ça montrait quelque... Et puis, Thomas More se rendait compte que c'était un poste très très casse-gueule, passez-moi l'expression, parce que le roi, depuis déjà 2 ou 3 ans ou 4 ans, voulait absolument faire annuler son mariage avec Catherine d'Aragon pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Et il sentait que c'était un peu dangereux pour lui, surtout que le roi, pensant que c'était un remarquable juriste qui était Thomas More, allait trouver la finesse, la combine juridique pour faire annuler son mariage. Et Thomas More, du coup, et dès qu'il a été chancelier, a dit, vous avez des théologiens, vous des personnes, moi je m'occupe de l'administration du royaume, des finances, et il a refusé de s'occuper de ce qu'on appelait la grande affaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Quel est le problème est le suivant, c'est que Henri VIII, peu à peu, a voulu prendre la main sur l'Église. Il avait d'ailleurs été nommé défenseur de l'Église par le pape Jules II, lorsqu'il avait écrit un traité sur la défense des 7 sacrements. Et il y a de bons esprits, n'arrivant pas à faire annuler son mariage par le pape de l'époque, a dit, comme vous avez été nommé défenseur de l'Église, il suffit que vous soyez chef de l'Église. Mais avant d'arriver à ce stade, il a quand même passé une loi pour, disons, les lois successives. Et Thomas More, ça ne lui plaisait pas beaucoup, mais tant que c'était de l'ordre du temporel, par exemple, le fait que ce qu'on appelle la loi de succession, où il écartait du royaume la fille qui avait tué Catherine d'Aragon, c'était du temporel. Mais ce qui a fait basculer, c'est que le jour où le roi a fait passer une loi pour qu'il soit nommé chef de l'Église d'Angleterre, là, c'était pour lui impensable. C'est la ligne jaune. Pourquoi? Parce que pour lui, jamais un prince temporel ne peut avoir un pouvoir spirituel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse la théocratie. Est-ce que là, alors déjà, il signait son arrêt de mort? Alors, il l'a signé, peut-être pas tout de suite là, parce que le roi, il a eu des grands éloges quand il est parti, parce qu'il a prétexté qu'il était malade, fatigué, qu'il fallait quitter. Mais en réalité, ce qui a fait basculer, je pense, c'est qu'il a refusé d'assister au couronnement d'Anne Boleyn. Parce que sinon, il aurait cautionné le fait. Et là, c'est un peu exactement comme avec Jean-Baptiste. Elle n'a pas pardonné. Et ça, vu l'influence qu'elle avait sur le roi à cette époque. Et qu'elle l'avait épousé. Donc elle a vraiment... Et alors le roi a fait passer une nouvelle loi qui était l'acte de haute trahison, qui faisait que si on ne prêtait pas serment sur le fait qu'on est d'accord pour que le roi soit le chef d'Angleterre, et Thomas More l'a refusé en disant « Jamais, jamais, je n'ai vu dans aucun texte qu'un prince... » Et à l'époque, c'était une grande pagaille, parce que les rois pouvaient avoir un pouvoir spirituel, monter du gallicanisme, et les princes et les papes voulaient avoir un pouvoir... le pape Jules II en cuirasse voulant conquérir des territoires.
Donc on ne peut pas dire que c'était un grand mélange des genres. Alors là, Thomas More va être condamné au terme d'un procès qui est plutôt, peut-on dire, un procès politique, non? Plutôt qu'un procès... Oui, mais moi je dirais que beaucoup de gens ont dit que c'était un procès inique. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où, parmi les 12 jurés, il y en avait 5 qui faisaient partie de la famille d'Anne Boleyn, son père, son frère et autres. Donc ça facilite la décision. C'est vrai aussi dans la mesure où on a cherché à lui faire dire des choses qu'il n'avait jamais dites, et avec son intelligence de juriste, il est arrivé à le faire basculer. C'est vrai aussi parce qu'il y a eu un faux témoin. Donc, mais en réalité, c'est la loi qui était injuste, la loi de haute trahison. Il l'a refusé, et le refusant de prêter serment, c'était un acte de haute trahison. Donc, pas de cette manière, je dis oui, vrai, oui, oui, non. Alors, une belle histoire, la biographie, c'est-à-dire que vous avez écrit dans cet ouvrage Thomas More, au risque de la conscience, aux éditions Nouvelle Cité, nous y reviendrons tout à l'heure. Thomas More décède, mais il laisse un héritage extraordinaire. Parlons par exemple, c'était un humaniste, on peut dire que c'était un humaniste. La vie intime d'Erasme. D'Erasme, d'Holbein, enfin c'était un... C'est lui qui... Erasme avait envoyé Holbein en Angleterre pour essayer de faire progresser sa carrière, et c'est Thomas More qui l'a hébergé chez lui. Donc, et il a écrit, on peut dire, l'éloge de la folie chez Thomas More. Enfin, il a terminé de l'écrire chez Thomas More, parce que d'abord, en plus, ces gens adoraient jouer sur les mots. Et l'éloge de la folie d'Erasme, c'est également l'éloge de Thomas More, parce qu'en grec, folie et moros, c'est le même mot. C'est aussi l'éloge de mort. Alors, de l'éloge à la folie, on passe quand même à l'œuvre la plus connue de Thomas More, c'est Utopia. Hein, l'utopie, c'est-à-dire cet endroit qui n'existe pas de topos, il n'y a pas de lieu. L'utopie, certains ont dit qu'il avait un peu copié sur la cité idéale de Platon. Vous ne le pensez pas? Alors, il y a deux parties très distinctes dans l'Utopia. La première partie, en fait, c'est vraiment dénoncer les abus et les injustices de son temps. Et c'est là où il y a beaucoup de similitudes avec notre époque, car à l'époque, il y avait une montée du matérialisme extraordinaire, avec une délinquance, un chômage. Et lui, en tant que juge, était obligé de condamner des gens qui avaient volé parce qu'ils avaient faim. Et il trouvait que les comportements à la fois des puissants et des abbayes, qui voulaient absolument mettre à la porte les paysans de leur terre pour mettre des boutons qui impliquaient beaucoup moins de personnes pour faire la moisson ou pour semer. Et donc, tous les comportements de l'époque, donc il y a une première partie, vraiment, il dénonce avec une grande violence les abus, les injustices de son temps. Et après, il y a une deuxième partie qui est en fait, il imagine une cité idéale, mais tellement utopique, effectivement, d'ailleurs très lucide à la fin, je dirais pourquoi. Il s'inspire, à mon avis, de 3 éléments de la République de Platon, comme vous le disiez il y a un instant. Il s'inspire également un peu des actes des apôtres, parce qu'on mettait tout en commun. Il y a un communautarisme. Un communautarisme très fort. Oui. Et troisièmement, également, disons, de la vie monachiste qu'il avait lui-même expérimentée. Et donc, il invente cette cité qui ne peut pas exister. Qui est un lieu clos. Un lieu clos, mais quand même, comme on voit de chez Platon, qui a tendance, si on veut faire le bonheur des autres à malgré eux, à tendre vers, on dirait, un certain totalitarisme. Vous savez, je vous dirais qu'il faut savoir quand même, Thomas More, il a une stèle à Moscou comme précurseur du communiste. Il y a également le Tea Party américain qui cherche à le récupérer. Ça veut dire que, également, comme l'Évangile, tout le monde cherche à mettre l'Évangile au service de son idéologie, et que lui, on cherche à le récupérer par tous les bouts. D'ailleurs, le deuxième livre le plus lu au Japon, c'est l'Utopie. C'est l'Utopie. Pourquoi? Parce que c'est une vie assez communautaire au Japon. Oui, et assez rigide aussi dans les liens, dans les relations sociales. Tout à fait. Alors, l'Utopie, on peut dire aussi, on ne va pas trop développer, vous avez cette conférence à donner, mais est-ce qu'il peut y avoir une influence sur le socialisme utopique? Enfin, on pense à Fourier, à Proudhon, on pense au Forlaster. Vous savez, l'utopie est devenu un mot qui est devenu maintenant pour récupérer par tout le monde. La plupart des gens ne sachant pas que ça avait été inventé par Thomas More, si je puis dire. Et c'est comme Frigidaire, si vous voulez. Voilà, c'est pareil. Ou Familistère. On est dans le sujet. Donc, Thomas More n'a jamais créé d'école de pensée. Il y a des études de philosophie qui s'inspirent beaucoup des philosophes anciens, mais c'est plutôt un humaniste chrétien engagé dans la cité. C'est plutôt son mode de vie qui a fait école, et l'utopie. On cherche à le récupérer, mais il n'a jamais cherché à faire école.
On parle de l'école érasmienne, on parle de l'école platonique, mais on ne veut pas parler. Thomas More n'a pas créé une école. Alors, on ne peut pas évidemment développer tout ce soir ce qui lui est opposé aussi. C'est un homme qui est quand même équivoque quand il... Le mot équivoque ne me convient guère. Il vous convient guère, mais... Mais on va y revenir, du coup. Si vous voulez, parce que quand même, il a lutté beaucoup contre les hérétiques. C'est pas gêné, mais c'était l'époque à envoyer au bûcher des... Alors, comme je l'ai dit il y a un instant, on n'a pas le temps de le faire maintenant dans l'émission, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le XVIe siècle et le XXIe siècle, mais par contre, il ne faut pas faire non plus du copier-coller, car en fait, à l'époque, Thomas More, comme Erasme, comme Vives, était extrêmement critique contre l'Église. Il a écrit des textes, Thomas More, extrêmement critiques de l'Église, mais il voulait que l'Église soit réformée de l'intérieur. Et l'idée qu'on puisse... Mais il luttait contre Luther aussi. Oui, je vais vous dire pourquoi. Oui. Le fait qu'on veuille déchirer la tunique sans couture de l'Église en faisant un schisme, qui était l'Église des protestantes, et il y a 2 points sur lesquels Thomas More ne pouvait pas être d'accord avec Luther, qui était le fait de la justification par la foi seule. Et donc pour lui, ça, c'est très essentiel. Et donc, et la liberté de l'homme auquel Dieu permet d'être co-acteur de son propre devenir. Et non pas uniquement la grâce. Et pas seulement la grâce. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. Mais à l'époque, donc, ce qui a perturbé Thomas More, c'est qu'il acceptait parfaitement que des gens puissent avoir des idées différentes. Et dans l'utopie, il le dit fortement, mais pas qu'en fasse du prosélytisme pour dire aux autres ce que vous faites est mal. Et donc, ce qu'il reprochait, c'est le désordre qui a été créé par Luther. Et en tant que chancelier, il appliquait la loi de l'Église, car en réalité, Thomas More n'a jamais condamné aucun hérétique, mais il était obligé de faire appliquer la loi, ce qu'il n'a pas refusé. Et aujourd'hui, ça nous gêne énormément. Moi, quand je parle devant des amis protestants ou autres, c'est un point pardon de Thomas More. Mais là, il faut se remettre au XVIe siècle. Et en plus, surtout qu'il était quand même une théologie un peu du Moyen-Âge. À l'époque, il fallait quand même sauver les hérétiques malgré eux, et en les brûlant, eh bien, on les purifiait. On les purifiait par le feu. C'était quand même... aujourd'hui, ça ne passe pas très bien, ce genre de choses. On va, si vous voulez bien, passer 4 siècles et demi pour arriver à aujourd'hui. Quand même, cet héritage quelle est l'actualité de Thomas More? Alors, si vous voulez, je dirais que son actualité, il y a plus de 3000 ouvrages qui ont été écrits sur lui. Beaucoup. Il y a plus de 300 collèges, églises, universités qui portent son nom dans le monde. Il y a plus d'une trentaine de sociétés d'avocats. Alors aujourd'hui, en quoi cet homme a-t-il beaucoup de choses à dire et pourquoi suis-je personnellement aussi sollicité pour faire des conférences un peu dans toute la France, voire à l'étranger? C'est, à mon avis, il y a 5 points, pourrait-on dire. Le premier, c'est que là, on n'a pas le temps de le faire, c'est de voir que Thomas More était amené à rencontrer et à vivre des problèmes très analogues aux nôtres. Donc c'est une époque pleine de similitudes avec la nôtre. La Renaissance, époque de grands bouleversements, de l'humanisme, de l'homme, l'imprimerie interne, la même chose. La deuxième chose, c'est que Thomas More a une caractéristique qui pour moi est essentielle et qui m'a beaucoup marqué, c'est en ça qu'il a commencé à m'interpeller fortement, c'est qu'il a une profonde cohérence de vie, cohérence entre ce qu'il croit, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça, c'est pas toujours si facile. Pour vous, c'est peut-être très simple. Pour moi, ça n'est pas toujours si simple. Non plus. Je la troisième, ne dirais pas ça. La troisième raison, c'est que c'est un homme qui a véritablement ce qu'on appellerait une conscience éclairée. C'est-à-dire qu'il prend le temps du discernement. C'est un homme qui a pris l'habitude de prier chez les moines. Et il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'électricité à l'époque, on se couchait tôt, mais il se levait quand même tous les matins à 3h ou 3h30 du matin. Et pendant 3h ou 4h chaque jour, avant sa journée de travail, il travaillait sur les philosophes anciens, les pères de l'Église et la Bible, et ses choix est donc très très étayé par le discernement. Donc c'est une conscience éclairée pour le discernement. La quatrième raison pour laquelle il passe très très bien aujourd'hui, c'est que véritablement c'est un homme qui ne se prend pas au sérieux. Ah, vous me parliez hors antenne de l'humour de oui, Thomas More. Il ne se prend pas au sérieux. C'est un homme qui ne se prend pas au sérieux. C'est un homme qui sait rire de lui-même, qui sait rire des choses, qui est un homme qui aime la vie, qui aime ses amis. Genre, le grand ami Erasme dit de lui, c'est un ami pour toutes les heures. Il s'écrit en disant, maman Erasme, quel vieux farceur je suis, on ne peut pas s'empêcher, on est ensemble, de raconter des gaudrioles, même sur des sujets les plus graves. Donc Thomas More est un homme très, très joyeux et plein de tendresse. Et dernier point.
Le bol chacun, je l'ai oublié, c'est pas grave, je l'avais à l'autre, mais moi le prix. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas la question que vous allez me poser. Donc, un homme de grande qualité, alors, même s'il a des défauts, comme tout homme. Ah oui, non, dernière chose, un homme vraiment de foi, de prière. Excusez-moi, c'était essentiel, car il n'a pas été canonisé pour rien. Et je crois qu'il faut quand même vous dire que c'est important pourquoi il était canonisé en 1935. Pie XI, qui a dit de lui, un homo complete. Quel homme complet. Un homme complet. C'est l'homme complet, c'est l'homme du « et ». Pour ça, tout à l'heure, j'ai récusé votre « mais » ou le « ou ». C'est l'homme qui unit au lieu du « ou » qui oppose. Mais 1935 est une date très importante, c'est la montée du nazisme, du fascisme. Et c'est l'époque où le pape Pie XI a sorti 2 encycliques pour s'opposer au nazisme et au fascisme. Et il l'a pris, comme aussi modèle d'un homme qui s'est opposé au totalitarisme d'un roi. Ce qui veut dire que les catholiques allemands ont pris Thomas More comme modèle, et que pendant la montée du nazisme, et qu'aujourd'hui il y a plus de 30 églises qui portent le nom de Thomas More en Allemagne. On comprend donc toutes les influences qu'il a eues et qu'il a encore aujourd'hui, et la passion avec laquelle vous en parlez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de savoir qu'il a été décapité pour être opposé à la création de l'église anglicane, mais que les anglicans l'ont mis il y a une douzaine d'années au rang de leur saint, comme modèle de la conscience. Alors nous allons terminer, si vous voulez bien, Jacques Mulliez, cette émission sur cette très belle image, puisque l'Angleterre a reconnu cet homme. Je rappelle donc votre ouvrage, Thomas More, au risque de la conscience, très beau sous-titre, aux éditions... Un de mes amis m'a dit un jour, on aurait dû appeler ça au risque de l'inconscience. Aussi, mais on n'est pas à un paradoxe près avec Thomas More. Et c'est pour ça que je parlais de tout ça à mes amis des EDC ce soir. Ce soir, donc, à l'invitation des EDC, des entrepreneurs et dirigeants d'Auvergne, vous donnez cette conférence ce soir au Centre diocésain. Et cet ouvrage, que je recommande naturellement, Thomas More, au risque de la conscience, aux éditions Nouvelle Cité. Merci Jacques Mulliez. Merci de m'avoir accueilli.